votre conclusion parce que tout à l'heure nous serons avec quelqu'un d'autre, membre du rassemblement pour la suite de cette émission. Merci quand même d'être venu, Chiza. Merci beaucoup. On sera ensemble, je l'espère bien très prochainement. Et tout le vœu le meilleur donc à tous les membres du PCP, votre parti politique. Prochainement, je l'espère bien, on sera également avec M. Jean-Marie Kazungouzi Boigniezi, je l'espère bien, il est du Rassemblement Congolais pour la démocratie, à qui je souhaite tout le vœu le meilleur également. Je l'espère bien qu'il sera avec nous très prochainement, le RCD d'Azarias Roubérois. Et donc, je veux tout à l'heure que l'on puisse regarder ces reportages réalisés par la rédaction de Radio-Télévision Ngoma ya Kivu. Et puis on revient sur ce plateau pour la suite de cette émission débat. Côté technique, on prend ces reportages réalisés la semaine. Si on peut prendre ce seul reportage réalisé la semaine, les avocats ici à Bukavu, au niveau du barreau, au Chili, si on retrouve déjà sur notre timeline. D'obéir à la loi, d'exercer la défense et le conseil avec dignité, conscience, indépendance et humanité. De ne rien dire ou publier le contraire aux lois, la défense et le conseil avec dignité, Parmi eux, 12 avocats stagiaires qui ont renouvelé leur serment, dont certains noms comme celui de Patient Bachombe, Adolphe Kilomba Soumaïli, Moïma Arma ou encore Augustin Pichou. 6 quittent l'ordre des défenseurs judiciaires pour celui de l'avocat. Tel est le cas de Anle Chokourou, Soda Emedi, Mouchagalou Sakadjabika et leurs collègues. La journée a été marquée d'un cachet spécial pour 12 autres qui sont admis sur la liste des avocats stagiaires, parmi eux Maître Alain Tambouka. Devant les jurys composés de la présidente de la Cour d'appel, les procureurs de la République ainsi que les conseillers et les greffiers, celui-ci a prêté serment de fidélité et respect aux lois de la nation et aux principes régissant leur profession. Pour Maître Alain Tambouka, c'est un sentiment de fierté qui les anime. Le désir nourri depuis l'auditoire vient de se réaliser, a insisté ce dernier tout en promettant de se donner pour bien exercer son nouveau métier. Aujourd'hui, saluer tous nos encadreurs avec lesquels nous avons été à l'université durant tout notre parcours, je dirais, académique. Mais pour cette occasion, c'est un sentiment de joie et de satisfaction. Si nous avons été à la faculté de droit, c'est d'abord pour contribuer à l'émergence d'une justice, d'une justice solide dans notre pays et aujourd'hui dans notre province. Et ainsi donc, nous pensons contribuer à l'émergence et à la consolidation des valeurs juridiques, des valeurs d'équité dans notre société Bukavu, Sud Kivu et même RDC. Voilà un peu le sentiment qui nous anime. Nous sommes de retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, pour la suite de cette émission débat sur Radio-Télévision Ngoma ya Kivu. Toutes nos félicitations donc à cette équipe, félicitations à Maître Alain Tambouka, félicitations aussi à Maître Patient Bachombe de la société civile du Sud Kivu, mais aussi félicitations à Maître Adolphe Kilomba et tous leurs confrères et toutes leurs concerts également pour ces renouvellements des serments. Poursuivons avec cette émission au débat. Sur ce plateau, je reçois un nouvel invité, Eddy Silimou est son nom. Il est cadre de l'UDPS Sud Kivu, Fédération de Bukavu, donc Union pour la démocratie et le progrès social. C'est parti cher à Étienne Tshisekedi. Eddy Silimou, bonjour. Oui, bonjour, messieurs les journalistes. Et meilleurs vœux. Merci pareillement. Eddy Silimou, c'est la première fois de vous retrouver sur le plateau de Radio-Télévision Ngoma ya Kivu, particulièrement dans cette émission débat. Bon, effectivement, ce n'est pas la première fois que je participe en tout cas dans ce beau cadre ici de la RTNK. L'émission débat ici. Mais par rapport à l'émission débat, en tout cas, je tiens à le préciser que c'est la première fois. Merci de vous sentir à l'aise. En tout cas, tous les plaisirs sont les miens. D'accord. Vous étiez avec nous, vous étiez dans les cours ici à côté, en train d'écouter les points de vue des uns et des autres. Dites-nous un tout petit peu par rapport à cette composition du gouvernement Sami Badi Banga.
Comment vous l'avez jugé, vous, personnellement? Bon, merci beaucoup pour la parole. Je pense que avec cette nouvelle équipe ici, en tout cas, c'est vraiment une désolation. Parce que quand vous devez constater que dans une république, n'est-ce pas, là où nous n'avons pas assez de ressources, imaginez même les niveaux même de production même dans notre pays, les niveaux du budget, les niveaux des emplois, qu'on puisse avoir une équipe ministérielle, n'est-ce pas, constituée de 67 ministres. En tout cas, c'est pas quand même bon, parce que nous avons quand même d'autres priorités. Et moi, je pense qu'il y a quand même un député national, j'ai suivi en tout cas les débats d'investiture. Il y a quelqu'un qui a souligné en disant que vous allez constater qu'avec les budgets actuels des 4,5 milliards, en tout cas, il y a à peu près 2 milliards qui sera consommé en termes de salaire, tout simplement. C'est juste un point de vue. Il a parlé encore une fois des 2 milliards autres qui seront consommés en termes de fonctionnement. Et il s'est imaginé que non, si on prenait les 500 000, les 500 millions qui restaient, on pouvait l'affecter à la CENI et tout est parti. Donc, en termes d'investissement, c'est presque zéro. Alors, et pourtant, la population congolaise peut bénéficier, en tout cas en termes de ce budget-là, c'est par rapport aux investissements. Et donc, nous avons tout simplement un budget-là qui essaie de couvrir des charges ou des dépenses au niveau du ministère, tout simplement. Vous allez vous rappeler que Tipson a déclaré tout à l'heure qu'il s'agit d'une prévision et que, selon les constats, on ne parvient pas à avoir tous ces montants. Et donc, ça, c'est comme il a dit, c'est une prévision. Il est vrai en tout cas, il est vrai en tout cas que nous pouvons aller en deçà de ce qui a été prévu. On n'en fait pas 9 milliards dans les budgets passés, peut-être qu'on n'aura pas les 5 milliards dans l'actuel budget. Et effectivement, et donc ça va poser de très sérieux problèmes en matière de gestion parce que normalement quand vous prévoyez 4,5 milliards, nous pensons vraiment avec la capacité fiscale de la RDC actuelle. Nous ne savons pas si réellement le gouvernement actuel sera capable vraiment de mobiliser cet argent. Parce qu'avec les phénomènes que nous déplorons, découlage des recettes, n'est-ce pas, des évasions fiscales, fraude fiscale, ainsi de suite, nous pensons qu'en tout cas, le gouvernement ne sera même pas capable de mobiliser cet argent. Et donc nous allons continuer encore une fois à assister à un désordre là un peu organisé. Merci Eddy. Poursuivons avec cette émission. Je me tourne vers l'honorable Théophile Abamungou. Éléphantesque, pléthorique, budgétivore. Ce sont là les messages que nous avons reçus de certains étudiants et certaines étudiantes qui aiment bien cette émission de débat. Et dès la sortie de cette équipe, cette nouvelle équipe gouvernementale à RDC, il y a eu des messages dans ce sens. Honorable Théophile Abamungou, quelle réaction? Oui, je préfère d'abord aider mon compatriote Ndabanga à remonter la pente. Ah, vous voulez réagir par rapport à ce qui vous a taclé? taclé Oui, ça aussi. vaut la peine parce que il faut remettre la pendule à l'heure. Ma grande surprise, c'est que lui, quand il parle, il ne se souvient pas que la Constitution a été votée par le peuple congolais. Et lui, dans son appréciation, il pense que les articles qui sont dans la Constitution sont sous la responsabilité des députés nationaux, des élus, des sénateurs. C'est faux. Lui devait se rappeler que la Constitution n'est pas une loi. La Constitution n'est pas un édit. La Constitution a été votée par l'ensemble des Congolais. Et donc, on ne peut pas se retrouver dans une émission comme celle-ci et commencer à responsabiliser les élus, les députés mais tout le monde est de la appelé Constitution. Quand même, tout le monde est appelé à faire respecter cette Constitution. Bien sûr, il aurait pu le dire en commençant par lui-même. Moi, je me sens fier d'évoquer la Constitution et d'évoquer les articles qui sont là-dedans comme référence. Et en tenant compte du fait que cette Constitution ne vient ni de l'Assemblée nationale, ni du Sénat, ni d'une quelconque assemblée provinciale. Il fallait un peu cette mise au point pour que prochainement les choix des termes soient bien opérés. Et j'ajoute en disant aussi que lorsque un grand événement comme la désignation d'un Premier ministre vient au pays,
les citoyens avertis doivent savoir que ce n'est pas un détail. Ils doivent savoir que la chose est nationale, elle intéresse les communs mortels, même ceux qui n'en veulent pas. Et c'est pour cela que quelqu'un ne peut pas considérer comme si la création d'une dynamique de soutien d'un Premier ministre, c'est un fait d'opportunité ou comment. Encore que... Parce qu'il n'y avait pas cette structure bien avant. Pourtant, oui. Quand il était encore député, il était là, il était homme politique. Oui, c'est pour cela qu'au début, j'ai dit on n'a pas pris n'importe qui comme Premier ministre. Mais il y avait on a pris le président d'un groupe parlementaire, c'est-à-dire qu'il y avait déjà une dynamique. Alors c'est cette dynamique-là que, parce que ce n'est pas un parvenu, parce que ce n'est pas une petite histoire au sein de la nation, eh bien, il y a des gens qui ont dit voici l'alternative que nous voulons soutenir. Et cette alternative, pour être soutenue, doit exister. Ça aussi, ça doit être compris par mon compatriote. Oui, honorable, revenons maintenant à la question que je vous ai posée. Selon les réactions de certains jeunes étudiants et jeunes étudiantes, ils ont fait des messages dès la sortie de cette équipe gouvernementale, c'est que le gouvernement Sami Badibanga est éléphantesque, pléthorique, budgétivore. L'impression que ça me donne, c'est que nous avons des jeunes, parce que vous avez parlé des étudiants et des étudiantes, nous avons des jeunes au Congo qui suivent les contextes dans leur pays. Nous avons des jeunes qui peuvent et qui savent critiquer. C'est positif en temps démocratique. Eh bien, lorsqu'ils considèrent que le gouvernement est éléphantesque, il y a des étudiants qui n'ont que 20 ans. Ils n'ont pas d'éléments de comparaison à travers la République. Ils n'ont pas vécu ce que nous avons vécu, par exemple, il y a 20 ans au pays. Eh bien, c'est normal qu'ils apprécient. L'élément le plus positif, c'est celui-là. C'est de voir que nous avons des jeunes sur les bancs de l'université et peut-être sur les bancs des établissements secondaires. Nous avons des jeunes qui ne sont pas distraits. Peut-être qu'ils craignent aussi de se retrouver un jour dans le chômage parce qu'il n'y aura pas assez de boulot, tout ça. Non, mais par rapport au chômage, lorsque nous parlons du gouvernement, je ne connais aucun pays qui a résorbé le chômage à travers la nomination d'un gouvernement. Même les grands pays, entre guillemets, comme on dit. Bon, personnellement, je ne sais pas, je ne suis pas dans les critères qui veulent qu'il y ait un grand pays et un petit pays, mais il y a des pays de traditions démocratiques avérées, et des pays qui nomment des gouvernements, mais qui n'ont jamais réussi à travers un gouvernement à résorber le chômage. Le chômage, c'est un phénomène beaucoup plus vaste qu'on saurait l'imaginer. Et je voudrais aussi, parce que peut-être je n'aurai plus la parole. Oui, je voudrais dire une chose par rapport à tous ces débats autour de la Constitution. Il ne faut pas que nous soyons toujours en train d'oublier que le Congo n'est pas l'unique pays au centre de l'univers. Lorsque je me rappelle qu'il y a quelques années, la Belgique a passé 9 mois sans gouvernement. Il n'y avait pas de gouvernement. Est-ce qu'en Belgique, il n'y avait pas de constitution durant les 9 mois? Mais le contexte à l'époque a fait que la Belgique vive dans une situation comme celle-là. La Belgique s'est engagée dans des négociations. Vous savez, les clivages entre Wallons et Flamands. Et les Belges se sont dit, notre constitution, nous la respectons bien, mais pour le moment, elle ne nous aide pas pour sortir de l'impasse. Ils ont fait ce qu'ils ont fait. 9 mois plus tard, ils ont eu un gouvernement et ils vivent avec ce gouvernement. Et la Belgique est toujours la Belgique, une puissance à travers le monde, et elle a toujours son aura à travers le monde, alors, dans les concerts des nations. Il fallait copier maintenant la Belgique sur ce plan. Non, je ne dis pas qu'il faut copier, malheureusement, c'est pas ça ce que j'ai dit. Je suis en train de dire que
chaque pays a ses accidents de l'histoire. La Belgique en a eu un, le Congo en a un aujourd'hui. Peut-être que demain, ça sera un autre pays. Et comme la politique, c'est un fait des faits. La politique n'est pas un fait du droit. C'est un fait des faits. Merci. Et c'est pour cela qu'on dit qu'elle est dynamique. Merci, honorable. Bon, le problème de ce gouvernement éléphantesque. Oui, la même question que je vous ai posée premièrement. Oui. Vous trouvez vous-même que personne ne sait dire qu'il peut leur donner la chance de réussir quelque part. Personne. Même ceux qui sont derrière eux. Pourquoi? Quand le gouvernement avait moins de 40 personnes, on a constaté que c'était toujours un système de jouisseurs. Plus de 40 personnes, le gouvernement sortant, peut-être c'était, je sais pas, 45, 43, des gens qui vivent dans l'opulence. Vous avez suivi, et même ceux qui sont au pouvoir, quand ils disent que nous sommes un grand pays, et que lorsqu'on fait 67 ministres, ça ne peut pas poser de problèmes. Mais ils ne s'imaginent pas qu'un grand pays avec un budget qui ne correspond même pas à une équipe de football de quelque part, qui ne correspond même pas au budget, je pense, du pays Rwanda ici, qui se trouve ici à Moto. Et quand ils donnent, voyez l'expression, les gens sont tellement contents quand ils disent que nous sommes un grand pays et nous pouvons avoir 67 ministres, nous pouvons faire ceci, nous pouvons faire ceci. Ils ne s'imaginent pas que la misère qu'on retrouve au Congo ne se retrouve nulle part. La misère qu'on retrouve au Congo ne se justifie même pas. Chose grave. Et aussi, pourquoi tous ceux qui sont au pouvoir vivent dans l'opulence? Donc, ils veulent ce que je vous ai dit avant. Donc pour vous, ils devaient se déplacer à vélo au lieu de... Pas à vélo, mon ami. Des voitures. Pas à vélo. Ce sont des gens, vous-même. La suite de cette émission Débat, mesdames, messieurs, toutes nos excuses tout d'abord parce que nous avons connu un petit problème du courant électrique, mais quand même, ça va, nous sommes déjà en ligne avec vous pour la suite de cette émission et bien sûr, en tendant vers la fin, dans 15 prochaines minutes, nous serons donc obligés de terminer cette émission. Je passe à vous, Tipson Idumbo. Tipson, vous étiez en train de dire que vous avez également un point de vue par rapport à ces gouvernements, le gouvernement Sami Badibanga qui a été publié récemment. Mais j'aimerais un tout petit peu que vous puissiez commenter un tout petit peu, juste dans quelques minutes, et puis je vous repose la question par rapport au projet d'accord suite aux négociations qui se tiennent à Kinshasa depuis un certain temps, négociations sur la médiation de la 5 ans. Mais oui, point de vue par rapport au gouvernement. Tout à fait, parce qu'on lit le gouvernement au budget. Si on l'appelle budgétivore, c'est par rapport au budget qui a été présenté par le Premier ministre sortant, monsieur... le nom ne vient plus parce qu'il est parti. Le Premier ministre Matata Mpognon. Vous savez, tout ne se calcule pas dans le budget. Et ça, c'est une précision de taille. Il y en a qui pensent que si, au niveau du gouvernement, on parle d'un budget de 5 milliards, par exemple, et c'est tout ce que le pays va générer, se trouve dans ces 5 milliards-là. Ce n'est pas comme cela. Il y a des choses qui passent dans l'informel, qui peuvent être peut-être 10 fois peut-être plus que le budget de l'État tel qu'est déclaré. Et donc, il ne faut pas que les gens puissent penser, surtout pas les téléspectateurs et auditeurs, puissent penser que c'est avec les 4 milliards que le Congo vit. Non, ça c'est par rapport à ce qui est formel, ce qui est déclaré. Parce que vous savez, M. Mitima, un chef de division va vous dire qu'il ne touche que 80 000 francs par exemple. Mais quand vous le voyez rouler carrosse, il construit, il a des enfants à l'université, pensez-vous que c'est avec les 80 000 francs? Et donc, il faut comprendre que officiellement ou formellement, on peut parler de 4 milliards, mais l'État
vit avec d'autres aspects qui ne sont pas formels. Et donc, c'est question pour l'État de tout faire pour formaliser les secteurs qui échappent parfois au contrôle. Vous encouragez l'État à œuvrer dans l'informel. Je n'ai pas dit que c'est l'État qui œuvre dans l'informel. Dans chaque État, il y a toujours des aspects formels et des aspects informels. Mais définir la vie d'un État sur base seulement des aspects formels, là, nous serons en train de nous écarter. C'est comme ce qu'on dit, le taux de chômage, tout ça. Est-ce qu'on prend en compte tous les petits emplois des taximens, je ne sais pas moi, des coiffeurs, tout ça? Ce sont des emplois. Mais quand on donne le taux de chômage au pays, on se réfère aux emplois qui sont plus formels. Et donc, c'est un peu ça. Il ne faut pas que les gens puissent penser que c'est vraiment 4 milliards ou 5 milliards. Non. Quand vous arrivez dans la ville de Bukavu, vous voyez comment les maisons poussent comme des champignons. Vous voyez le nombre impressionnant des voitures. Et si on vous parle du budget de la province, c'est diamétralement opposé. Et donc, il y a tous ces aspects-là que les téléspectateurs devraient comprendre par rapport à la vie d'une nation, à la vie d'une province, par exemple. À quoi bon tenir compte du budget maintenant? Vous dites? À quoi bon tenir compte du budget? Non, quand nous parlons des prévisions budgétaires, l'État fait des estimations par rapport aux bases fiscales. Hein? Il s'est dit, bon, si tout va bien, nous pouvons atteindre tel niveau. Mais un travail aurait dû être fait en amont pour colmater les brèches et formaliser tous les circuits économiques de notre pays. Merci Tipson. Eddie, je vous ai vu hocher la tête quand Tipson est en train de réagir dans ce sens. Oui, messieurs les journalistes, en tout cas, je n'étais pas très d'accord avec les interventions de Tipson parce que c'est pas quand même normal quelqu'un qui appartient dans un parti politique de la majorité. Ce sont eux qui sont en train de nous gouverner jusqu'à preuve du contraire, qu'ils nous disent en tout cas que ce qu'on a eu à établir en termes d'expression chiffrée de la politique du gouvernement congolais, qu'on ne doit pas tout simplement tenir compte de cela. Moi, je pense que ce n'est pas quand même logique, parce que c'est ce que nous sommes en train de combattre au niveau de l'opposition. Nous pensons que nous ne pouvons pas avoir un État qui donne à cette considération au secteur informel. Parce que nous voulons que les secteurs soient réellement formalisés. Mais l'informel fait partie de la vie nationale, monsieur. Mais ça, c'est une situation-là d'irrégularité. Parce que nous voulons que tous les secteurs soient vraiment formels. Voilà pourquoi même si vous arrivez dans certaines divisions, n'est-ce pas, vous allez constater qu'il y a tout un bureau là où on dit non, des secteurs informels. Je vous donne les cas précis de l'économie. Vous arrivez, il y a tout un bureau de l'économie informelle. Alors on s'est dit, quand vous créez déjà toute une structure là pour analyser la situation informelle, ça veut dire que vous n'allez plus éradiquer les secteurs informels. Et ça, nous sommes en train de les déplorer en tout cas. Vous déplorez. Continuons avec cette émission parce que nous tendons vers la fin, mesdames, messieurs. Parlons maintenant de ces discussions qui se tiennent depuis un certain temps à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, sous la houlette de la CENCO. Et ces discussions qui regroupent donc les membres des dialoguistes, donc ceux qui ont participé au dialogue qui s'est terminé à Kinshasa, la cité de l'Union africaine, le 18 octobre dernier. Il y a parmi eux des membres de l'opposition et de la majorité présidentielle. Il y a de l'autre côté les membres du Rassemblement, mais aussi la société civile. Et ces membres, donc, ces dialoguistes, enfin, c'est ceux qui négocient dans ces dialogues sous la médiation de la CENCO. Il y a déjà cette proposition, ce projet d'accord dans ces négociations, ces projets qui prévoient que Joseph Kabila Kabange puisse diriger le pays jusqu'à fin 2017. Il s'engage également à ne pas se représenter aux prochaines élections ni modifier la constitution de la République démocratique du Congo. Et de son côté, selon ces protocoles d'accord, ces projets d'accord, un membre du Rassemblement dirigerait donc un comité de suivi qui serait en quelque sorte en train de diriger les affaires, une sorte donc
co-direction de la République démocratique du Congo, opposition majorité. Et s'agissant donc des inquiétudes par rapport au gouvernement Sami Badi Banga, ces récents gouvernements publiés, il y aurait même changement de ces gouvernements si possible, mais aussi au niveau de la Commission électorale nationale indépendante, la CENI, qui se verrait également, qui verrait des modifications au sein de la Commission électorale nationale indépendante, même si Corneille Nangaa, l'actuel président de la CENI, resterait en place. Que faut-il dire par rapport à cette situation? Je me tourne vers vous, vers l'honorable Théophile Abamungu, parce qu'après l'honorable, on passe chez Yorugenda Banga. Honorable, vous avez suivi bien sûr ces projets d'accord. Quelles sont les chances pour sa signature? Bon, la chose la plus difficile que j'ai rencontrée en politique, c'est de prédire de manière parfaite l'avenir. Et surtout dans les domaines politiques où beaucoup de choses, l'imprévisible côtoie l'homme. Et dans les contextes actuels de la RDC où les choses changent? Oui, de manière impromptue. Mais ce que je vais dire tout simplement, c'est que d'abord l'accord de la cité de l'Union africaine avait prévu à l'article 14 que les dialogues peuvent se poursuivre. Donc de ce point de vue, il n'y a pas de surprise qui est cette initiative de la part de la CENCO. Je peux même aller plus loin. Même si les résolutions de la conférence nationale souveraine n'avaient pas été bien suivies, mais je me rappelle qu'à l'époque, déjà les Congolais voulaient un dialogue permanent au pays. Alors, est-ce que les résultats seront les résultats escomptés par ceux qui ont tenu à ce qu'il y ait ce deuxième round du dialogue? Je ne sais pas les dire tout à fait, encore que nous sommes à quelques heures de la fin de l'échéance butoir. Jusque-là, je n'ai pas une note qui montre clairement que l'accord va être trouvé et que ça sera un accord à la satisfaction de tout le monde. Avec tout ce que nous avons eu comme appréciation depuis avant-hier. D'abord, nous avons vu les évêques commencer à suspendre quelques jours avant pour aller au sacre de notre évêque. Ils sont revenus, ils ont repris, ils ont suspendu à un autre moment pour aller à Rome. Ils sont partis, ils sont revenus. Eh bien, aujourd'hui, ils sont revenus mardi passé. De mardi à aujourd'hui, samedi, les échos que nous avons suivis ne nous ont pas donné l'impression que les choses sont en train de s'écheminer vers quelque chose de concluant. Ou bien c'était une mascarade pour que le 19 décembre puisse passer? Dieu seul sait. Dieu seul sait. Alors, si c'est une mascarade, nous devrions nous mettre en cause, nous tous, que nous soyons prêtres ou politiciens. D'accord. Oui, cette histoire-là, moi je pense que, bon, je ne sais pas. Vous dites qu'ils se sont convenus que les chefs de l'État puissent rester. Je vous ai d'abord dit que le problème n'est pas nécessairement les chefs de l'État, c'est le système. Si on laissait Joseph Kabila là, comme président, et qu'on lui enlève tous ces gens-là qui l'entourent, qui vivent anarchiquement dans l'opulence de ce qu'ils ont pris, de ce que nous devrions jouir. Ce qui l'entoure, ça veut dire les ministres qui ont été reconduits? Ils ne sont pas seulement les ministres, c'est tout un grand système. Et si on arrive à dire, vous êtes là, on vous honore comme vous avez manqué à organiser les élections, restez, mais on vous donne d'autres animateurs politiques. On crée un système tel que ce système puisse dire, monsieur le chef de l'État, vous ne pouvez plus venir prendre l'argent comme vous voulez. Monsieur le chef de l'État, voici comment le pays doit être gouverné
à l'intérêt et à la satisfaction de tous les peuples congolais. Ce n'est plus pour tout simplement un groupe d'individus qu'on appellerait des prédateurs. Mais je pense qu'à ce moment-là, si on réussit à faire ça, ça peut marcher. Mais la Bible dit ceci, qu'un gouvernement indigne ne peut pas résister dans un pays des fidèles. Et ça, c'est quel verset? Si vous lisez les psaumes 118, 115, 125, chapitre 125, verset 3, vous comprendrez qu'on vous dit que lorsque vous avez un gouvernement indigne, même les hommes infidèles, si ça reste, deviennent de plus en plus incorporés.